Bonjour, je suis trop heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler du livre que j'ai lu aujourd'hui, qui est Risible amour de Milan Kundera, qui est donc un auteur tchèque du XXe siècle. Pourquoi est-ce que je suis trop contente? De lui, j'avais déjà lu L'insoutenable légèreté de l'être, qui est de loin son livre le plus connu, et que j'avais pas tant aimé que ça, du coup, depuis, je partais un peu du principe que j'aimais pas Kundera. Aujourd'hui, je me repens parce que j'ai adoré, et en plus, le meilleur n'a même pas été dit. J'ai adoré, j'ai dévoré ça vraiment, enfin, vraiment, j'ai adoré. Alors qu'en plus, c'est un recueil de nouvelles. Et si vous me connaissez, vous savez que j'ai un gros problème avec les recueils de nouvelles, c'est parce que j'aime pas ça. Mais là, enfin voilà, genre vous commencez une nouvelle, vous vous arrêtez pas, quoi. Ça se lit d'un coup, et je l'ai dévoré, et c'était génial. Donc, c'est parti, qu'est-ce que j'ai noté? La première chose à laquelle ça m'a fait penser, et ce qui est un peu, enfin, ce qui va regrouper un peu tout ce que j'ai à dire sur le livre, c'est la citation, c'est un livre de Nietzsche, ou c'est une citation, je sais plus, qui est humain trop humain. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tous les personnages de ces différentes nouvelles sont complètement montrés dans, dans des défauts qui sont pas des défauts absolument affreux, bien que, comme d'habitude, les personnages masculins de Kundera sont toujours d'une misogynie éclatante, mais malheureusement très crédible. Mais en fait, tous les personnages, justement, semblent être complètement écrasés par une humanité qui est trop, qui est juste un trop plein d'humanité, en fait. Un trop plein d'imperfections, un trop plein de confusion, de doutes, d'aller-retour entre le bien et le mal, entre les différentes binarités et dichotomies qui font l'humanité. Et j'ai trouvé ça passionnant, en fait. Donc, par rapport justement à ces personnages, euh, les femmes, contrairement aux hommes, bon, du coup, les hommes aussi ont une. Enfin, se différencient les uns des autres, mais ils ont tous ce rapport malsain aux femmes, ce désir qui n'est pas un désir pour les femmes, mais un désir soit d'exercer une forme de pouvoir sur les femmes, soit de renflouer leur ego en même pas forcément en conquérant les femmes, mais en les abordant, ce qui est le cas dans la deuxième nouvelle. Mais voilà, il y a un rapport qui est presque maladif aux femmes chez les hommes dans ce recueil de nouvelles et chez Kundera en général, donc je pense que Kundera a des questions à se poser. Mais voilà, ils ont en fait ce trait commun, tandis que les personnages de femmes euh, sont peints dans toutes les nuances finalement de leur particularité. Et de toute façon, outre les personnages, ce qui compte vraiment, enfin ce qui importe dans le recueil de nouvelles, c'est moins les relations entre les personnages, qui pourtant semblent centrales parce que ça s'appelle Risibles amours. Donc le sujet du livre précisément, ce sont des amours qui paraissent totalement risibles. Mais ce qui importe, c'est moins les relations entre les personnages finalement que les causes et les conséquences de ces relations sur les personnages en question. Kundera, il va dire donc, ce qu'il va le plus dire en dépeignant ces personnages, c'est leur peur et leur désir, mais leur peur et leurs désirs vraiment les plus intimes, et forcément ceux qui contiennent le plus de contradictions en eux-mêmes. C'est ce qu'on trouve notamment dans, je sais plus laquelle c'est le jeu de l'autostop. Je vais vous faire des petits résumés de chaque nouvelle après parce que, bah, au moins vous savez à quoi vous attendre. Mais dans le jeu de l'autostop, justement, ce qui est hyper intéressant, c'est que les deux personnages jouent à n'être pas eux, et du coup, ils vont tous les deux jouer une personne qui n'est pas eux, mais qui fait quand même partie d'eux, et qu'ils n'ont pas l'habitude d'incarner au quotidien, parce qu'ils ont choisi finalement une autre image, ou qu'ils ont préféré une autre image. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que les désirs de la personne qui joue et de la personne jouée et du personnage vont correspondre et parfois vont être tiraillés par des peurs et d'autres désirs. Et enfin bref,
j'ai beaucoup aimé, quoi. Qu'est-ce que j'ai noté? Et donc, en fait, finalement, de même que les amours ne sont pas vraiment le sujet du recueil, ce ne sont pas non plus les amours qui vont paraître comme ce qu'il y a de plus risible dans tous ces récits, dans le sens où ce qui devient vraiment risible finalement, c'est les motivations des personnages, donc ce qui va pousser les personnages vers ces amours-là, donc ces relations, ces personnes qu'ils vont chercher à conquérir ou avec qui entretenir des rapports, quoi. Parce qu'en fait, derrière toutes ces relations, justement, ce qu'il va y avoir, c'est la recherche d'affection, l'ego, la peur de vieillir, l'envie de plaire, etc., etc. Les amours, en fait, elles vont être risibles ici seulement parce elles ont jamais vocation à être plus que ce qu'elles sont, c'est-à-dire des amours humaines, finalement, des amours éphémères, et c'est tout. C'est, c'est pas de l'absolu, c'est pas le romantisme du 19e siècle, c'est des relations qui ne sont que ce qu'elles sont, c'est-à-dire des relations humaines qui n'ont vocation à durer que pour le temps qu'elles peuvent durer, que puissent durer. Et même en fait, on a le goût de l'absolu à un moment donné qui arrive dans le personnage d'un jeune scientifique. Et même chez lui, finalement, le goût de l'absolu non seulement va être bref, mais en plus, il va être complètement stoppé par le mur de l'attirance physique. C'est-à-dire qu'il va fantasmer un amour absolu avec une fille vers laquelle finalement il ne va pas aller parce qu'elle est trop laide. Et il va finalement se jeter dans son attirance pour une autre femme, mais qui du coup n'a rien de particulièrement spécial et qui ne lui apportera pas cet absolu-là qui finalement n'est pas tangible et ne peut pas être atteint. Donc je vais vous faire des petits résumés des nouvelles pour essayer de... Alors, j'ai fait des résumés en lisant, pour essayer de vous dire un peu mon avis dessus et tout, parce que voilà, c'est tout, enfin, vous n'avez pas trop le choix. La première nouvelle, c'est La pomme d'or de l'éternel désir. Dans cette nouvelle, on a un narrateur qui va raconter son amitié avec un homme qui se raccroche inlassablement à sa jeunesse en faisant de l'abordage des femmes un sport presque à part entière. Ça me rappelle on s'en fout. Un sport à part entière, mais le seul but, enfin, la seule fin de l'abordage est le fait d'aborder en fait. Il va jamais suivre les rendez-vous qu'il prend avec les femmes, il va jamais consommer finalement ses conquêtes. Qui plus est, il y a une femme qui l'aime énormément. Mais bon. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'il est dans la volonté, même la nécessité finalement, d'entretenir un désir et de susciter un désir qu'il va jamais chercher à satisfaire. Et voilà, c'est tout. Et il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Enfin, il reste, enfin, il entretient un fantasme qui n'a pas d'autre but que d'être celui du fantasme. Bon, ça, il emmerde un peu toutes les filles qui croisent, mais c'est un autre sujet. La deuxième, je crois que c'est ma préférée, la deuxième nouvelle, qui c'est donc le jeu de l'autostop. Et en fait, je l'ai trouvée géniale. Je trouve qu'elle avait un côté très génétien. Pas Jeunette, Jeunet, Jean Jeunet. Parce que justement, il y a toute cette réflexion sur le jeu et sur le jeu qui va s'emparer totalement de la réalité et les limites qui vont se briser entre le jeu et la vie réelle. Ce qu'on a dans beaucoup de pièces de Jeunet, comme Les Bonnes ou Le Balcon par exemple. Je dis pas ça parce que je les ai étudiées. Dans le jeu de l'autostop, on a un couple qui part en vacances et ils vont commencer un jeu de rôle où ils vont devenir des inconnus l'un pour l'autre. Et donc la femme va jouer le rôle de l'autostoppeuse et l'homme va jouer le rôle de celui qui l'accueille dans sa voiture. Et donc ils vont commencer un jeu de séduction et ils vont finir par complètement se perdre dedans. Ils vont tous les deux embrasser un personnage qui les dénature complètement aux yeux de l'autre. Donc par exemple l'homme qui admirait chez sa compagne la pureté, l'innocence, la pudeur, va être complètement déboussolé quand le personnage qu'elle va emprunter et qu'elle va jouer va être celui d'une femme au contraire
finalement impudique et totalement libre dans ses gestes, tandis que pour elle, ce sera une expérience vraiment libératrice de pouvoir vivre ce qu'elle ne s'est jamais permis de vivre finalement. Du coup, le jeu forcément va commencer à empiéter sur la vie réelle et on va avoir une dimension à la fois jouissive et terriblement finalement irréversible du travestissement d'identité. Et il y a deux formules notamment qui rappellent beaucoup le théâtre de Genet. C'est dans le jeu on n'est pas libre, pour le joueur le jeu est un piège, et un peu plus loin il avait oublié que c'était un jeu. Et donc finalement les deux personnages s'oublient totalement dans ce jeu-là, et le plus tragique c'est quand on doit sortir du jeu, comment sortir du jeu, comment montrer à l'autre qu'on est sorti du jeu, et comment retrouver une tendresse et une intimité qu'on a totalement perdue dans le jeu parce qu'on était deux inconnus et qu'on était des personnes totalement différentes. Et celle-là était vraiment géniale et je trouve qu'on peut faire plein de trucs avec. On va passer un peu plus vite sur les prochaines parce que bon, voilà. Ensuite, il y avait le colloque. Donc là, c'est une réunion de docteurs qui était... Bon, ça, c'était moins intéressant. C'était des docteurs avec des discours vides, des malentendus sur les intentions de chacun et qui veut pécho un tel. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça mettait au jour l'égocentrisme naturel de tout être humain et le fait que tout le monde, en fait, ne pense le monde qu'à travers sa propre subjectivité, forcément. Et c'était vraiment mis en valeur dans ce récit-là, parce que chaque personnage, on a des points de vue différents, enfin, qui alternent, et chaque personnage pense la situation de manière totalement bornée à ses propres intentions et la propre lecture qu'il veut imposer finalement au monde. La nouvelle suivante, c'était que les vieux morts cèdent la place aux jeunes morts. Et là, j'ai trouvé aussi qu'il y avait encore une fois En fait, je pense que Kundera pense de façon vraiment intelligente et intéressante la question du désir et des racines du désir, des fins du désir. Enfin, je trouve que vraiment les nouvelles les plus intéressantes sont celles qui parlent, qui essaient d'aller justement au plus profond du désir et de trouver ses motivations et ses mouvements. Donc dans cette nouvelle-là, on a la rencontre au hasard de deux anciens amants qui étaient avant jeunes et qui maintenant sont marqués par la vieillesse, ils sont vieux quoi. Et en fait là, on a une réflexion à partir de la question qui hante un peu les deux personnages, qui est de revivre oui ou non la liaison autrefois vécue, la revivre donc une nouvelle fois, ou alors protéger le souvenir et ne pas retomber dans une relation sexuelle qui n'aurait pas, qui gâcherait le souvenir finalement. Et à partir de là, on a toute une réflexion sur le souvenir, justement, sur le monument qui se met en place et qui va jouer un rôle finalement dans les décisions finales des deux personnages. Et du coup, c'était hyper intéressant de voir... en fait, le désir chez Kundera n'est pas forcément du désir, mais justement, il se mêle de plein de choses et je trouve que c'est une manière très intelligente de montrer que le désir sexuel n'est jamais que sexuel et que une rencontre et la rencontre de deux désirs, c'est toujours quelque chose qui prend en compte en fait des données complètement inimaginables parce que tellement personnelles et tellement subjectives. Et voilà, je trouve ça super intéressant. La nouvelle d'après, c'est le docteur Havel, 20 ans plus tard. Celle-là, bon, elle reprend un personnage qui était dans le colloque. Et c'était beaucoup moins intéressant. C'est l'histoire d'un docteur qui, a priori, est ancien coureur de jupons, mais qui maintenant aime sa femme et qui va en cure thermale et qui va retomber un peu dans ses vieux vices, quoi. Pas ouf. La dernière, par contre, elle était... Enfin, j'ai vraiment aimé la dernière aussi. Et après, je termine, promis. La dernière, c'est Édouard et Dieu. C'est l'histoire d'Édouard donc, qui tombe amoureux d'Alice, qui elle est chrétienne, et quand elle lui demande s'il croit en Dieu, il va répondre oui, parce qu'il veut pécho Alice, tout simplement. Il va se mettre en fait à jouer cette foi en Dieu, au point justement que le jeu va finir par prendre le pas sur la réalité, lui aussi.
et il va finir par s'emporter dans une foi qui n'est même pas la sienne. Il- on ne sait pas s'il croit vraiment en Dieu, mais en tout cas, il va vraiment incarner tous les gestes de la foi en Dieu, tandis qu'Alice, elle, va voir sa foi un peu s'amoindrir à cause des doutes d'Edouard qui, au début, était un peu, enfin, jouait avec la foi d'Alice et essayait d'avoir accès à vous savez quoi, même si Dieu l'interdit pour elle. Enfin bref. Euh, il y a plein de trucs qui se passent dedans, donc je vais pas résumer. Mais elle était vraiment hyper intéressante, encore une fois sur ces questions de jeu, et sur toute la question de l'érotisme de la religion, enfin pas de la religion, mais de l'érotisme en rapport avec la religion, et enfin, des questions qu'on retrouve chez Mishima par exemple. Et enfin, c'était hyper intéressant, quoi. Enfin, je peux pas en dire plus. J'ai adoré, et je ne me l'explique pas pourquoi, mais je me suis réconciliée avec Kundera. Du coup, je vous le recommande, étonnamment. Enfin, vraiment, c'était vraiment trop génial. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai plus de vocabulaire assez intéressant pour vous vanter ce livre que je ne pensais pas aimer à la base. Et je vous retrouve demain. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Bisous.